Ansarou annonce au monde et surtout au gouvernement français être responsable de l'enlèvement de l'ingénieur Francis Collin, 63 ans, qui travaille pour l'entreprise française Vernier. Épuisé, amaigri, mais libre. Au péril de sa propre existence. Il a pu saisir une occasion. Il a été capable de retrouver la liberté et maintenant la sûreté. « 6h28, le Falcon médicalisé vient de toucher le sol français. La délivrance. Laurent Fabius d'abord, puis Francis Collin visiblement diminué, mais tout sourire le moment des retrouvailles avec 6 de ses proches, présents à sa descente d'avion. C'est succinct quand même parce qu'on s'est vu à l'aéroport, il y avait du monde, il y avait mes sœurs, mes deux sœurs, mon frère, ma belle-sœur qui est venue avec mon frère. J'étais dans l'euphorie de ta sortie de l'évasion. Après, il y a le Premier ministre qui est venu parce que Hollande n'a pas pu était en Israël au moment où j'ai atterri avec Fabius. Donc, c'est comme si tu étais dans un nuage. J'ai pas eu le temps de m'exprimer avec vraiment avec ma famille. La porte s'ouvre, il est dans l'encadrement, il descend les marches et puis vous allez le serrer, vous allez l'embrasser, quoi. Voilà. C'est un moment à la fois d'émotion, de joie et puis voilà, quoi. Il y avait monsieur le Premier ministre qui lui a dit au pied de la passerelle bienvenue chez vous, bon retour. Et puis donc il y a c'était monsieur Laurent Fabius qui descend de la passerelle aussi. Bon, on avait l'impression d'être vraiment en famille. Il a été conduit à l'hôpital du Val-de-Grâce pour des examens médicaux. Il devait ensuite effectuer un débriefing avec les services de renseignement français. Ben, dès que j'ai atterri, là, ils m'ont mené tout de suite au Val-de-Grâce après la réception à l'aéroport. Et à 3-4 heures l'après-midi, ils avaient fait tous les examens. Ils m'ont proposé un psychiatre. Et moi, comme j'étais dans l'euphorie de l'évasion et tout, j'ai dit, mais c'est moi qui veux le psychanalyser. C'est un peu être vantant, mais j'ai pas voulu. Oui, quand vous rentrez, vous êtes au Val-de-Grâce, vous rencontrez un psychiatre, mais c'est bien, mais c'est pas suffisant, quoi. Donc le psychiatre, moi j'ai rencontré un psychiatre par exemple, vous lui dites bonjour et qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit, tout le monde n'est pas prêt à rentrer dans son intimité, il n'y a pas la disposition, donc c'est quelque chose qui doit s'inscrire dans la durée, mais c'est même pas suffisant non plus. C'est pour ça que les associations sont fondamentales, parce que le rôle de l'État s'arrête à un certain moment. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment de la libération, il se passe deux choses. Les otages sont accueillis par, comme on l'a dit, la presse, par leurs proches, mais aussi ils sont pris en charge, surtout pour les prises d'otages politiques longues, comme a vécu Francis Collin, sont pris en charge par, on va dire, l'État. C'est-à-dire que quand ils arrivent sur l'aéroport, ils sont pris en charge par les services spéciaux, qui ont plein de questions à leur poser pour un débriefing sur les conditions de détention. Ça, c'est dans l'intérêt de renseignement qui peut servir éventuellement pour la libération d'autres otages. Mais ça peut aussi refaire là aussi une prise d'otage, puisqu'en fait, ils ne peuvent pas rentrer chez eux tout de suite, il faut qu'ils soient débriefés. Et puis, ils vont être mis en présence d'un psychologue ou d'un psychiatre, formé aux techniques de débriefing aussi sur le plan psychologique. Le débriefing des GSE, c'est bon. À chaque fois, on met en face de toi un ou une ou des spécialistes. Donc, on me montrait des appareils téléphones, on me dit quel téléphone ils avaient, etc. Après, on me montrait des spécialistes d'armes. Est-ce que cette cas-là, vous la reconnaissez, etc.
Donc c'est très précis. Et puis leur façon de... Chaque fois, j'avais l'impression d'avoir des gens qui étaient très 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 spécialisés et très carrés. Mais c'est fatigant, parce que ça dure 2 jours. Hein. Passer pratiquement 2 jours à la DGSE, 1 jour et demi, un jour complet à la DCRU, 1 jour et demi. Sauf Francis Collomb est dans BFM Story ce soir. Merci d'être avec nous, Francis Collomb. Francis Collomb, bonjour. Bonjour Francis Collomb. Bonjour Francis Collomb. L'hypermédiatisation, c'est très difficile parce que quand on sort de ça, on est dans l'euphorie et on a tendance à passer à côté des choses, à oublier ce qu'on ne devrait pas oublier. Et finalement, c'est pas très sain. Moi, quand je pars de Paris, début 86, il y a 3 chaînes de télé. Et quand je reviens, sans que j'en ai conscience, je me retrouve devant un camion de caméramans et de photographes. Les photographes me courent après jusqu'à chez moi, etc., où je me retrouve en train de faire la couverture de Paris Match, de VSD à l'époque. On n'est pas préparé à ça. En fait, on est confronté à 3 niveaux de réponse. D'une part, il y a le grand public qui a des attentes. Ils ont suivi la prise d'otage, surtout pour celles qui durent des mois. On en parle aux 20h, on en parle à la radio, on en parle dans les journaux. Donc c'est comme si un lien se créait entre le grand public et l'otage. Donc quand l'otage est libéré, le grand public a une demande, celle d'avoir des nouvelles, un suivi, qu'on en parle. Les journalistes deuxième niveau ont un métier à faire qui est celui d'informer. Donc leur boulot, c'est d'aller à la recherche éventuellement d'interviews, de rencontres. Et puis le 3e niveau, et le plus important, c'est l'otage lui-même. C'est que certains auront besoin de parler et seront quasi demandeurs d'interviews, de relations avec la presse, mais d'autres, à l'inverse, auront besoin juste d'avoir la paix. Et là, c'est, je pense, le travail des journalistes d'estimer quelle est la demande de l'otage, de l'ex-otage. Est-ce qu'il est disponible pour des interviews, ou est-ce que simplement il ne l'est pas et il veut qu'on lui fiche la paix, et puis peut-être ça peut attendre, et puis faire ça dans un second temps pour voir ce qui se passe 6 mois après, par exemple. Tous ces journalistes qui m'ont couru après, moi je l'ai mal vécu ma période à l'hôtel Nico, par exemple, où j'étais obligé de me cacher. On me faisait sortir par les cuisines pour éviter tout ce qui est motard. Après mon évasion, on m'arrêterait en métropole en France. Pour moi, ça a été l'enfer jusqu'à ce que je parte à La Réunion. Et ça, c'est pénible. C'est très pénible. La médiatisation, finalement, c'est pas mon truc. Je suis rien au départ et on n'est pas un héros parce qu'on est un otage, et je suis pas pour la sanctification des otages. C'est un otage, c'est un mec qui fait son boulot et puis voilà, qui est tombé dans un accident, ça peut arriver. Mais il y a un rapport à la réalité et à l'image qui est vachement dangereux, parce que moi je suis un homme d'image et je sais ce que c'est que d'être d'un côté et de l'autre de l'objectif. Et il y a un danger, se traverser le miroir, c'est-à-dire se retrouver tout d'un coup avec son ego et son moi, tout d'un coup qui n'est plus le vrai moi. Enfin, il y a une dépossession de ce que l'on est, parce que les gens vous attribuent et vous chargent de 1000 choses qui ne sont pas vous. Donc il y a un risque de dérapage, ouais. C'est quelque chose de très compliqué à gérer. Si, au-delà de la prise d'otage, il devient célèbre, il est reçu sur tous les plateaux télé pendant 1 mois, 2 mois, puis après il y a par exemple un ouragan qui prend la tête de l'actualité, avec ses conséquences. L'otage disparaît du jour au lendemain des plateaux télé, mais pour lui c'est une chute, ça peut être une chute brutale. Pendant que j'étais en captivité, ils m'ont coupé ma retraite. Donc j'ai eu 5-6 mois de retraite non payée. Quand je me suis évadé, ils ont bien vu que j'étais vivant. Mais là où on peut se poser des questions, c'est que tous les mercredis, par exemple, sur Antenne 2, ils passaient la liste des otages avec les photos et tout, quoi. Donc tant que tu es otage et qu'on ne t'a pas coupé la tête ou qu'on ne t'a pas tué, tu es en vie. Et ça, je ne comprends pas.
Alors après, ça a attiré des problèmes, parce que moi, je ne veux pas tellement de gros crédits, mais des petits crédits à la consommation. Et puis, je me suis retrouvé à cause de ça, fichier Banque de France, quoi. FICP, quoi. Hein? C'est complètement aberrant, quoi. Alors effectivement, M. Francis Collomb a vu le paiement de sa retraite interrompu pendant sa détention. Ils ont dû considérer de manière administrative qu'étant maintenant de sa roue, il serait, quoi qu'il arrive, exécuté. Donc ils ont un peu anticipé sur l'issue, si je puis dire, de cette séquestration. Ça démontre un peu l'inhumanité de ces organismes, en réalité, qui gèrent des situations individuelles extrêmement particulières, de manière purement administrative, sans se poser la moindre question sur la réelle situation que vit la personne qui doit percevoir sa retraite. C'est absolument scandaleux. C'est mon frère qui a intervenu. Alors la banque m'a rendu les agios, qui m'avaient très vite facturé, quoi. Ils m'ont rendu tous les agios. Et la retraite a payé, m'a payé les 4-5 mois, moi 5 mois je crois, de mémoire, qui me devait. Et puis moi j'ai payé le retard que j'avais sur le... Et puis voilà, quoi. Mais par contre, maintenant que j'étais fiché FICP, tant que j'ai pas fini le remboursement intégral, ben, je suis fiché FICP. Donc voilà, t'es otage et puis on t'en fout un coup de marteau sur la tête en plus. Ça fait partie des dommages collatéraux des otages, quoi. Alors, les difficultés du retour, elles sont 3 ordres: médiatiques, reconstruction de liens avec la famille, reconnaissance de ce qui s'est passé. En France, il y a donc une structure qui s'appelle le Fonds de garantie, qui est un fonds créé à travers chaque contrat d'assurance. Il y a une somme de 3,3 € qui est prélevée pour nantir ce fonds et qui est destiné à indemniser les victimes et les familles des victimes. Dès que se produit une prise d'otage, pareil, le procureur de la République informe le fonds s'il s'agit d'une prise d'otage terroriste ou pas. Si c'est du terrorisme, le fonds de garantie donc intervient, recense les familles. La famille reçoit des sommes d'argent tous les mois ou tous les 3 mois au fur et à mesure du délai de rétention. Quand l'otage revient, dans les jours qui suivent son retour, il reçoit une provision très importante d'au moins 50 000 €. Et la famille, là, cesse de recevoir une aide. On évalue quand même après leur préjudice, mais on se focalise surtout sur l'otage pour indemniser ses séquelles physiques, psychologiques et professionnelles. Il faut bien considérer qu'une personne qui a été retenue en otage dans des conditions, je veux dire, physiques et psychologiques très difficiles, va avoir, après sa libération ou après son évasion, des séquelles qui vont être des séquelles corporelles ou des séquelles psychologiques. Donc ces séquelles-là doivent être indemnisées au regard d'une évaluation qui sera faite à dire d'experts. Au bout de quelques mois ou quelques semaines, ça dépend, une première expertise est demandée pour évaluer les séquelles à la fois au niveau de la dentition. Certains otages perdent leurs dents, perdent une partie de leur vision parce qu'ils ont été exposés ou à l'obscurité ou au soleil, ont subi des sévices, des menaces de mort, et ont des séquelles psychologiques plus ou moins graves.
en est ressorti avec une expertise tout à fait étonnante, au terme de laquelle il ressortait que M. Francis Collomb n'avait aucune séquelle psychologique. C'est-à-dire que, fort quelque part de l'euphorie de l'évasion, se sentant libre, M. Collomb n'a affiché aucune séquelle, alors que tous ceux qui le connaissent et tout son entourage savent qu'il a des séquelles qui reviennent régulièrement et qui peuvent l'amener à des comportements suicidaires. Alors bien entendu, nous avons contesté cette expertise. Nous avons donc choisi un expert, psychiatre et psychologue près la Cour de cassation, relativement réputé, qui a lui-même établi un rapport pour contredire l'expertise du fonds de garantie, afin que le fonds de garantie organise lui-même une nouvelle expertise. Et là encore, étonnement, lorsque je lis le rapport de cet expert qu'on a choisi, car cet expert considère que M. Francis Collomb, le lendemain de son évasion, pouvait peu ou prou reprendre un travail normal, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le déficit fonctionnel temporaire total s'arrêtait le jour de son évasion. J'ai donc appelé cet expert pour lui dire « Monsieur, c'est un homme très réputé, donc je ne pouvais pas contester comme ça son appréciation, je ne suis moi-même pas psychiatre. » Je lui ai dit « Monsieur, écoutez, il y a une chose très curieuse dans votre rapport, je comprends tout ce que vous dites, mais si je traduis dans le langage de tous les jours, vous m'expliquez dans votre rapport que M. Francis Collomb s'évade le vendredi, M. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, vient le chercher le samedi. Il est accueilli par le Premier ministre le dimanche matin à Villacoublay. Et le lundi matin, M. Francis Collomb repart travailler comme M. Tout-le-Monde, après avoir passé 11 mois aux mains de Hans Sarrou. Le cas de M. Collomb met un peu en évidence certains dysfonctionnements sur lesquels je travaille déjà depuis, disons, près de 2 ans. Il y a d'abord les courriers qui sont envoyés aux victimes, qui, je pense, ne sont pas satisfaisants. Il ne faut quand même pas écrire à une victime de la même façon que s'il s'agissait d'un dégât des eaux ou d'un accident de droit commun. On a du mal à faire indemniser le préjudice économique de M. Francis Collomb, c'est-à-dire que le fonds de garantie considère que M. Francis Collomb, de toute façon, même s'il n'avait pas été en détention, n'aurait pas continué à travailler pour ce chantier. Alors, on nous a opposé des arguments plus aberrants les uns que les autres, à savoir que la société qui l'avait envoyé en mission était une société qui était à la limite de la faillite. Or, l'année d'après, elle a fait 7 millions d'euros de bénéfices. On nous a opposé le fait que le chantier éolien sur lequel il travaillait se serait arrêté du fait des actes de terrorisme au Niger, mais le chantier sur lequel travaillait M. Francis Collomb n'était pas dans une zone, et n'est toujours pas d'ailleurs, dans une zone répertoriée comme étant dangereuse du point de vue des actes de terrorisme, puisque Boko Haram n'y est pas présent. Et c'est la seule fois où il y a une illustration d'un acte de terrorisme dans cette région, c'est M. Francis Collomb qui en était la victime, par le groupe Ansarou, et il n'y en a pas eu d'autres. Le chantier a continué, M. Francis Collomb était chef de chantier, il dirigeait ce chantier, et on a considéré que, bien que ce chantier continue, M. Francis Collomb n'aurait pas continué sa mission, sans aucun argument rationnel. On nous dit qu'il a simplement subi une perte de chance de continuer le chantier, et on ne nous indemnise même pas la totalité de la durée de détention, ce qui est parfaitement scandaleux. Enfin, au dernier ressort, on nous a opposé un argument relativement inattendu, puisque dans le cadre de la discussion, qui est une sorte de discussion de marchand de tapis sur la valeur du préjudice économique, parce qu'on a plus l'impression d'être dans une discussion de marchand de tapis que dans une discussion sérieuse et basée sur des critères, je veux dire, réels, pièces à l'appui, on nous a opposé le fait que pendant 11 mois, il n'avait pas eu de frais de séjour. Alors, le seul terme de frais de séjour concernant un otage qui restait 11 mois en détention est choquant. Ce seul terme-là est choquant, indépendamment de la manière dont la phrase est tournée. On me dit que je fais une mauvaise polémique sur ce terme frais de séjour, mais moi, ce que j'ai lu du fonds de garantie, c'est qu'on me dit que M. Francis Collomb n'a pas eu de frais de séjour, à savoir ni frais d'hébergement, ni de frais de repas.
Ce qui, effectivement, je le conçois, j'aurais demandé de me déduire les frais de repas, sachant qu'il était hébergé par la société qu'il employait. Il a mangé un bol de riz par jour, donc c'est à peu près 1 €, donc s'ils veulent le déduire, qu'ils le déduisent. Mais ça montre à quel point, en fin de compte, ce terme-là, frais de séjour, les personnes qui siègent dans le fonds d'indemnisation, magistrats, hauts fonctionnaires de Bercy, représentants des assurances, sont des personnes qui gèrent ça de manière purement administrative et qui en arrivent, pour diminuer les indemnisations, à utiliser des arguments qui sont l'illustration plus d'une bêtise administrative que d'une réflexion posée sur l'évaluation d'un préjudice économique. Donc c'est parfaitement inacceptable. J'ai été très choqué, mon client aussi, par le terme frais de séjour. Malheureusement, à ce jour, personne au fonds de garantie, ni d'ailleurs dans des instances plus élevées, puisque l'affaire est remontée à l'Élysée, personne n'a trouvé que le terme était infamant, impropre, en tout cas relativement déplacé, s'agissant d'un ex-otage. Moi, je continue de maintenir que le terme frais de séjour, dans la lettre du fonds de garantie qui m'explique que mon client n'a pas eu de frais de séjour pendant 11 mois, est une lettre parfaitement scandaleuse, inadmissible, choquante, qui témoigne du mépris et de la méconnaissance de ce qu'est la situation d'un otage détenu par un groupe terroriste. Avant, c'était des flashs, comme le mot veut le dire, un flash, c'était assez rapide. Et puis bon. Puis maintenant, avec du recul, c'est moins des flashs, quoi. Puis après, il y a des anecdotes. Enfin, c'est pas des anecdotes, c'est du vécu, quoi. L'autre jour, je regardais un gosse avec un cerf-volant. Et moi, ce qui m'est arrivé, c'est qu'il y avait un gosse qui faisait voler un cerf-volant. Et un Tsarou a pris ça pour un drone. Et c'était une des rares fois où il me promenait dans la cour. Et quand ils ont vu ce truc-là, ils m'ont fait rentrer à coups de cala. Dans le dos, n'importe quoi. Parce que je ne rentrais pas assez vite à leurs yeux. Et puis, bon, j'ai morflé. Hein. Quand on donne un coup de cala dans le dos, à cause de cala, ça ne fait pas du bien, quoi. Et en voyant ce gamin, ça m'est revenu... Voilà, c'est le genre de flash qu'on peut avoir. Et ça, je pense que malheureusement, ça sera à vie, quoi. Ça part pas. Les chaînes, la privation de liberté, l'arbitraire, vivre avec une nourriture parfois absente. Pour aller pisser, il faut lever le doigt. Donc il y a un rapport extrêmement dégradant. On dort moins ou on ne dort pas. Finalement, moi, à l'heure actuelle, je suis obligé de prendre une tisane, c'est le cas de le dire, pour dormir tous les soirs. Autrement, je ne dors pratiquement pas. Et j'ai passé quand même, depuis que je suis rentré, d'énormes nuits sans dormir. C'est quand même... quand tu ne dors pas, on n'est pas des surhumains. Hein. Pendant 2 jours de suite, tu ne dors pratiquement pas ou tu dors très peu. C'est pas évident, quoi. Après, c'est une fatigue anormale, c'est le cerveau qui suit, c'est se retrouver dans un état dépressif, quoi, qui n'a pas lieu d'être. J'ai retrouvé effectivement un homme que je connaissais avant, mais qui souffre aujourd'hui de crises dépressives et d'angoisse aiguës, extrêmement effrayantes. Il peut m'appeler à des heures, je veux dire, à n'importe quelle heure de la nuit, parce qu'il vit une crise qui le mène au bord du suicide. J'ai connu ça juste 1 an après son évasion. Je me rappelle, j'étais parti en vacances. Et il m'a appelé, j'étais pratiquement prêt d'annuler mes vacances pour revenir le voir, parce qu'il était dans un état psychique extrêmement inquiétant, et il était véritablement au bord de commettre un acte suicidaire. Vouloir le bien quand on est dans le mal, vouloir manger quand on a faim, c'est pas suffisant, parce qu'il y a la mort. Comment je fais pour le digérer, comment je fais pour vivre avec? C'est le seul problème.